Bah, écoute, salut Nicolas, merci déjà d'avoir accepté rapidement l'invitation parce que suite à une publication sur Instagram, tu as été, on va dire, réactif et du coup on peut faire ce podcast, donc merci à toi déjà. Et puis bah, je te laisse dire comment tu vas déjà tout simplement et puis un petit peu te présenter rapidement avant qu'on rentre peut-être plus dans le détail au cours du podcast. Bah, écoute, déjà, merci à toi et c'est toujours avec plaisir. Moi, je fais toujours ce genre de démarche avec plaisir donc voilà, si on peut partager un peu, il y a aucun souci. Rapidement, je m'appelle Nicolas, je suis pro IFBB depuis maintenant 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. J'habite en Suisse, j'habite pas très loin de Genève et puis je travaille en tant que coach, donc j'ai je dirais, une profession en tant que telle en dehors du culturisme parce que je gagne pas ma vie avec ça. Ouais. Et voilà. En tant que coach, pour être coach en Suisse, tu as fait quoi? T'as eu un diplôme comme le BP qui est en France ou autre chose? Ouais, alors en Suisse, c'est un peu particulier. Il y a plusieurs filiales qu'on peut prendre et on peut passer notamment par l'université qui est vraiment la plus haute école où là, il y a des sections un peu différentes. Ah, Chose que je n'ai pas faite parce que j'étais un peu paresseux. Mais sinon, non, il y a une formation privée en fait qui se trouve pas très loin de chez moi. C'est une école internationale en fait qui te dessert les diplômes de coach et puis ça te permet de travailler dans toute la Suisse. Théoriquement, c'est légal au niveau international, mais ouais. ça reste franchement des formations quand même assez légères et puis disons que c'est sur plusieurs week-ends un peu condensés, tu vois, donc c'est des choses un peu voilà, on te donne beaucoup d'informations de théorie en très peu de temps. Donc après, c'est aussi un peu à toi de te débrouiller avec ce qu'on te donne, quoi. Mais moi, j'avais déjà une base en fait auparavant par rapport à mes études. Donc quand je suis rentré dans cette formation, c'était pas hyper compliqué non plus. Et juste pour rester un petit peu là-dessus, tu continues à te former, vu que tu coaches, tu continues à te former régulièrement ou te remettre à niveau régulièrement ou... Alors, pas par le biais de l'école où j'ai été. Par contre, Ouais. je crois qu'aujourd'hui, Internet, c'est Ah une ouais. richesse absolue. Donc, je profite soit d'écouter des podcasts, j'essaie d'écouter ou d'assister à des séminaires ou des webinaires maintenant, parce qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. Mais j'essaie de me cultiver comme ça. Et alors, bon, à la fois, c'est vrai qu'Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, mais si on a des bonnes références, qu'on travaille aussi avec des personnes qui sont compétentes, je pense qu'on arrive vraiment à très bien se former. Moi, disons que j'ai fait vraiment ma base, je l'ai eu dans cette école-là, et après, j'ai cherché à me perfectionner ou à apprendre davantage en allant voir d'autres personnes par le biais de mon coach. Mais voilà. Ouais, on essaie toujours d'apprendre toujours au moins de pas végéter et de toujours aller un petit peu de l'avant, en fait. C'est le but, je pense, de chaque coach. Oui, ouais, c'est clair. Après, c'est un milieu qui évolue tellement rapidement. Je veux dire, ce qu'on apprend en une année, l'année suivante, après, on apprend des nouvelles choses. Donc, rien qu'en 10 ans, quand on regarde ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé, que ce soit sur le plan nutrition, sur le plan entraînement. Donc non, je pense que c'est un milieu qui est en constante évolution et il faut vraiment se mettre à jour soi-même et puis prendre le temps de se documenter. Ouais. Justement, tu parles d'il y a 10 ans, donc je ne sais pas si ça fait 10 ans que tu fais de la muscu, ça fait peut-être plus longtemps. Comment t'en es arrivé à faire de la muscu et comment t'en es arrivé après, petit peu par petit peu, à être compétiteur, en fait, là-dedans? Ouais. Alors, bon, moi, avant de faire du bodybuilding, moi, je faisais du foot. Ouais. Donc, j'ai joué au football pendant 5 6 ans. Honnêtement, j'avais un bon niveau. Je devais même signer un contrat avec une équipe semi-pro à l'époque. Et malheureusement, j'ai eu une grosse blessure, je crois, 2 semaines après ce fameux contrat. Et vraiment une grosse blessure qui m'a contraint à être inactif pendant pratiquement un an. Ok. J'ai fait quoi, 8 mois de béquille. Et donc voilà, c'était vraiment un truc assez conséquent. Et puis j'étais jeune, donc après j'ai perdu un peu la flamme, on va dire. Et puis j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'anime un peu, qui me redonne un peu l'adrénaline que j'avais quand j'étais sur un terrain de foot. Et en fait, je me suis retrouvé dans une salle un peu par hasard parce que déjà j'aimais bien m'entraîner. Je regardais déjà à cette époque-là, tu sais, deux, trois vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Mhm. Donc ça m'intéressait déjà un petit peu.
Et puis, je trouve aussi que le fitness, à partir d'un certain âge, ça reste, je trouve, le domaine le plus accessible parce que tu as quand même une tranche horaire qui est assez large. Tu peux y aller quand tu veux, tu n'as pas de contraintes particulières. Donc, ça te laisse une certaine liberté tout en pouvant rester en forme et faire du sport. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé là-dedans. Et puis après, ben, au fur et à mesure, je me suis un peu pris dans le truc. Et puis voilà, je pense qu'on est un peu comme tout le monde. Tu commences à regarder sur Internet, tu commences à lire que, il faut manger plusieurs repas. Et puis après, j'ai été amené à rencontrer des gens. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait étape par étape. T'avais quel âge quand t'as attaqué, du coup, à peu près? Alors, j'avais quoi? Je devais avoir 19 quelque chose comme ça. Ouais, 19 20 ans. Ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est dans la moyenne à peu près en général. Ouais, voilà, ouais. Mhm. Et t'as commencé à être sérieux au bout de quoi, d'un an ou moins? Mais ça allait assez vite parce que moi, je suis quelqu'un d'assez extrême. C'est-à-dire que quand je démarre quelque chose, je ne peux pas entreprendre le truc en le faisant à 90%. Et j'ai toujours eu l'habitude d'avoir cette mentalité parce qu'avant le foot, je faisais aussi de la gymnastique artistique. J'étais aussi dans cette marche-là. Le foot, c'était pareil. Et du coup, quand je me suis engagé là-dedans, j'avais pas forcément envie de faire de la compète, mais tout de suite, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse les choses bien. Ouais. Je dirais que j'ai eu une année où j'ai un peu, entre guillemets, végété parce que, bah, tu vois, quand tu as 19 ans, tu veux sortir aussi un peu, donc tu vas avoir une vie un peu, entre guillemets, normale d'ado. Quand tu sors, tu bois un petit peu, tu profites avec tes amis. Mais je me suis très vite aperçu que ça ne me correspondait pas parce que j'aimais trop aller à la salle, voilà, j'aimais cette routine. Donc, en fait, très, très vite, je crois qu'après un an, vraiment, voilà, j'étais déjà en train de manger mes repas la journée. Je faisais plein d'erreurs, mais j'étais déjà quand même assidu dans ce que je faisais, quoi. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, c'était un point que je m'étais noté. Je trouvais que de ce que tu partageais, on te voit jamais comme certains peuvent le montrer. On te voit pas au fast-food, on ne voit pas même en boîte ou quoi. Bon, en même temps, tu vas me dire, ça fait plus d'un an que les boîtes, c'est mort, mais Ouais. on voit que tu es, même si pour moi, je trouve pas forcément que ce soit extrême à fond, mais on voit que tu es sérieux. Donc, c'est quelque chose que tu acquis très rapidement et que tu conserves par. Est-ce que tu es frustré par rapport à ça ou est-ce que pour toi, c'est juste normal en fait? Non, alors vraiment pas. Je pense que j'ai eu cette éthique de travail dès le début. Et je pense très sincèrement, quand les gens me demandent comment j'ai fait pour passer professionnel, etc., je pense que j'étais déjà professionnel avant de l'être, Ouais. dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi, me lever le matin, faire mon cardio à 5 heures du matin parce que j'avais pas le choix, ça me posait pas de problème. Ça me semblait logique. Je n'écrivais pas à mon coach en lui disant, mais tu vois, c'est compliqué. Non, non. Je me levais, je le faisais sans broncher. Et du coup, j'ai toujours eu cet état d'esprit-là où voilà, je donne tout, quoi. Donc j'ai pas de regrets, j'ai pas de sentiment de frustration, bien au contraire. Après, ça veut pas dire que je profite pas de temps en temps ou je me fais pas un petit truc. Quand je le fais, je me fais plaisir et j'apprécie. Mais je suis pas dans cette espèce de phénomène, tu sais, de frustration où on se sent coupable ou ce genre de choses. Non, je suis vraiment, voilà, c'est vraiment un bien-être personnel. Et quand j'arrêterai de toute façon complètement de faire du body, je sais que je serai toujours dans ce moule, tu vois. Je serai toujours en train de manger du poulet et puis du riz. Enfin voilà, c'est une éthique que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, c'est plus qu'un sport en fait. C'est ça le truc que les gens des fois Ouais, comprennent pas trop. ça va vraiment au-delà de ça, Mm. c'est clair. Et je pense sur le plan nutritionnel, mais sur le plan, quand tu es justement précis dans ton organisation, avec tes entraînements, voilà, à 5 heures, tu te lèves, passes le cardio, après tu prépares tes repas. Je pense que tout ça, ça t'amène aussi un plus dans ton quotidien, que ce soit au niveau professionnel, c'est-à-dire Ouais, bien dans ta sûr. profession extérieure par rapport à ça. Mais ouais, ça donne vraiment un rythme dans ta vie, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que les personnes qui sont comme ça après sont cadrées, enfin ont un cadre en tout cas et savent le respecter et ça les aide aussi, comme tu dis, professionnellement. D'ailleurs, démontrer Campbell, là, c'est ce qu'il nous a expliqué aussi dans le podcast que j'ai fait avec lui, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Du coup, tu parlais de ton coach qui te faisait faire du cardio à 5 heures. Tu as eu rapidement un coach, en l'occurrence Patrick Tuor, hein, je pense que. Ouais, alors, bah,
Alors, moi, quand j'ai commencé, alors je faisais de la musculation, je dirais peut-être la première et deuxième année, je faisais tout seul. Ouais. Je faisais comme tout le monde, j'allais sur Internet, je me documentais comme ça. Je faisais confiance aussi au coach qui était dans la salle où je m'entraînais. Et puis, donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un dans cette salle-là, justement, qui m'a amené vers un autre athlète qui était pro à l'époque en Suisse, qui avait fait aussi Mister Olympia. À l'époque, il n'y avait pas les 212, la catégorie, c'était 202. Ouais, je sens. Et du coup, je l'avais rencontré, en fait, et puis vraiment très sympa. Il m'avait dit, écoute, je t'aide, je te fais un petit plan, on essaie de faire un petit truc sympa et tout. Et puis, bon, moi, j'étais super motivé et tout, donc j'ai dit, OK, on y va. Et j'ai fait juste 3 mois avec. Et franchement, j'étais très assidu. J'étais vraiment, voilà, comme je le suis encore aujourd'hui. Et j'ai toujours eu cette manière de travailler. Et puis, en fait, à l'époque, Patrick Tuor, qui est donc mon coach aujourd'hui, il était sélectionneur national de l'équipe suisse pour l'IFBB. Ouais. Et du coup, en fait, la personne avec qui j'étais à ce moment-là m'avait écrit une fois et m'a dit, oh, écoute, je vais t'emmener vers Patrick, il faut que tu le rencontres, etc. Donc, je l'ai rencontré en fait en 2012. Et puis, en 2012, c'est vrai que j'ai posé devant lui. Bon, je ne savais pas du tout poser, j'étais une quille, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai posé la première fois, puis il m'a dit, ouais, il y a un truc à faire, quoi. Et puis, on a commencé, en fait, quasiment, bah, on peut dire qu'on a commencé ensemble vraiment à fond tout de suite en 2012. Et puis, depuis, on s'est jamais arrêté, quoi. Et le plan, ça a été très vite, donc du coup, de devenir pro pour toi. Il n'y avait pas d'autre alternative, quoi. Bah, franchement, pas du tout en fait au départ, parce que moi, je me suis vraiment engagé là-dedans, toujours dans le même état d'esprit que j'avais par rapport au foot, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, je m'engage dans un truc qui me donne l'adrénaline, où je me sens bien, où Ouais. je voyais vraiment un challenge là-dedans, où je me disais, c'est fait pour moi, parce que c'est quelque chose de très, très personnel, c'est-à-dire que moi, quand je faisais du foot, j'étais pas quelqu'un de très altruiste dans le sens où si mon équipe elle perdait le match, mais que moi je marquais, je sais pas, 3 4 goals, pour moi j'avais fait le travail et j'étais content. Par Mm. contre, si je marquais pas de goal, l'équipe gagnait, je rentrais chez moi, je n'étais pas content. Ouais. Donc j'avais un côté très, très centré sur moi où j'aime bien quand le résultat dépend que de moi. Et c'est vrai que le body là-dedans, je retrouvais beaucoup ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Après, le fait de passer pro, je crois que c'est vraiment c'est venu en tête quand j'ai gagné le toute catégorie en Suisse en 2014 parce que j'étais encore junior à ce moment-là. Et puis c'est là que je me suis dit, attends, ouais, je commence peut-être, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Et puis je commençais surtout à faire des résultats assez rapidement. Et donc c'est là que je me suis dit, ah, il y a peut-être effectivement la possibilité de passer professionnel. Donc en 2014, tu gagnes le tout de catégorie. C'était ta quoi? C'était ta première compétition, non? C'était ta. Non, non, alors en fait, moi, quand j'ai commencé avec Patrick, c'était en 2012 et Ouais. mon premier concours que j'ai fait avec lui, c'était un peu violent, mais j'ai fait directement les championnats d'Europe IFBB. Ok. Et donc, je me suis ramassé une tollée et j'ai fini dernier. J'étais en junior, donc j'ai fini dernier. Et on est rentré en Suisse et puis en fait, elle m'avait dit clairement, écoute, c'était un peu pour voir ce que tu avais dans le ventre. Ouais. Et la même année, en fait, j'ai fait les championnats suisses, puis j'ai gagné en junior, j'ai gagné un autre concours international aussi. Et j'ai gagné en fait 3 fois de suite les championnats suisses en junior. Et puis la dernière année où j'étais encore junior, c'était donc du coup 2014, où j'avais tout gagné, même chez les hommes, et puis en toute catégorie. Ouais, il me semble qu'il y a comme un reportage documentaire un petit peu de j'ai perdu le nom qui avait filmé ça comme un frère, je crois, un truc dans le genre, non? Où on te voit dedans. Alors ouais, il y a eu, je sais qu'il y a eu un espèce de un film qui a été fait. C'était pas vraiment là-dessus. Moi, j'avais fait une vidéo en tout cas, mais il y a Ouais, eu il me un truc semble, en parallèle qui a été filmé, ouais. ouais, c'est ça. Et on te voit, il me semble, dedans, je me rappelle. Ouais, ouais, c'est ça. À Ouais, ouais, l'époque. ouais. Mm. Et donc, du coup, après, pour obtenir cette carte pro de mémoire, tu as un petit peu galéré. Tu peux expliquer un petit peu pour ça, enfin galérer dans le sens où ça n'a pas été un- un chemin si facile que ça, il me semble. Non, c'est vrai que c'est. Alors, quelque part, je l'ai eu quand même rapidement, mais Ouais. c'était quand même compliqué parce que faut savoir qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent pas trop, l'IFBB puis la NPC n'étaient pas séparés comme aujourd'hui. C'était un groupe entier.
Et du coup, pour passer professionnel, il fallait gagner des concours internationaux, mais il fallait gagner toute catégorie obligatoirement. Donc, à l'époque, il faut savoir quand même qu'il y avait des concours internationaux, disons qu'il n'y avait pas le même nombre qu'aujourd'hui déjà. Ouais. Et puis, du coup, on se retrouvait sur des plateaux où on avait peut-être 30, 40 athlètes pour une catégorie, quoi. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, il y avait, je dirais, un athlète sur peut-être 1500, 1000 athlètes qui sortaient professionnels. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et du coup, moi, j'ai fait 2000, c'était 2015, j'ai fait mon premier concours international en tant qu'homme senior. Et j'ai gagné ce concours-là, j'ai gagné ma division, mais j'ai fini, je crois, quatrième ou quelque chose comme ça dans toute catégorie. Donc, forcément, je n'ai pas eu ma carte pro. Et puis, en 2016, je suis parti aux États-Unis faire l'Arnold Classic. Ouais. Et puis, cette année-là, en fait, la fédération avait changé le règlement et puis avait permis aux athlètes qui finissaient plusieurs fois premiers dans leur division de passer professionnel, même s'ils ne gagnaient pas le tout de catégorie. Et du coup, cette année-là, en fait, j'ai de nouveau gagné ma catégorie, mais j'ai fini deuxième sur le tout de catégorie. Et du coup, j'ai fait la demande et puis on me l'a donné, en fait. Ouais, donc bon, c'était plus compliqué que maintenant, mais en soi, quand même, t'as eu un parcours, entre guillemets, d'amateur qui s'est assez vite terminé et bien terminé, du coup. Ouais, c'est exactement ça. À l'époque, c'est vrai, on va pas se mentir, c'était quand même beaucoup plus Ouais. difficile qu'aujourd'hui pour passer pro. Aujourd'hui, on a aussi plus d'athlètes, je pense, et puis il y a plus de concours aussi. Bon, maintenant, avec le virus, c'est encore différent, mais je dirais les années juste avant, c'était vraiment très, très ouvert. On avait, je sais pas, peut-être 25, 30 pros par année. Et puis, la période où j'ai gagné ma carte pro, on en avait peut-être 5, 6. Et avant, c'était encore pire. Donc, non, non, c'est démocratisé. Je pense que c'est dans l'air du temps un petit peu, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Après, pour revenir tiens, à l'Arnold Classique, tu l'as gagné en tant que, enfin, dans ta catégorie, tu l'as gagné en tant qu'amateur. Ça serait intéressant pour toi quoi qu'ils le font plus le 212, mais si le 212 revenait à l'Ohio, est-ce que ça serait pour toi un objectif? Ouais, ça pourrait. Après, franchement, je vais pas mentir, c'est aller aux États-Unis. Moi, j'habite en Suisse. Ouais. C'est des conditions. Honnêtement, moi, quand je suis allé pour faire le concours amateur, c'était un event un peu particulier parce que déjà, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis cette année-là. Les États-Unis, c'était un objectif vraiment personnel parce que c'était le plus gros concours du monde à l'époque au niveau amateur. Donc pour moi, je voulais gagner celui-là pour vraiment avoir, je dirais, la légitimité de passer professionnel. Ouais, Donc j'ai fait l'effort d'y aller, mais c'était des conditions vraiment très compliquées. Moi, je me souviens, j'avais raté mon vol en plus à Washington. Enfin bref, c'était vraiment très très compliqué. Donc honnêtement, moi, si je peux éviter d'aller là-bas, surtout en tant que pro, maintenant qu'on a quand même pas mal de concours en Europe, bien j'évite. sûr. J'essaie de prendre quand même la solution de facilité avec la proximité, mais voilà, après, peut pas toujours faire comme on veut. Après, c'est sûr, honnêtement, en termes de prestige, de show, l'Arnold Classic aux États-Unis, c'est un concours qui est Ouais. fantastique, c'est incroyable. C'est vraiment triste que maintenant il y ait eu le virus parce que quand il y a toute la foule derrière sur l'expo, franchement, c'est des super, super concours, super événements. Donc, si je pouvais, je le ferais, mais voilà, c'est vraiment une question plus de logistique, si je peux dire. Ouais, puis bon, c'est vrai que tu l'as aussi dit, maintenant en Europe, on a eu malgré la situation sanitaire cette année, en tout cas, le niveau en Europe était assez intéressant et les conditions, en tout cas extérieures, ont été belles, je trouve, que ce soit en Espagne, en Angleterre, ou même en Roumanie. Il Absolument, y a un ouais. effort, ouais. Il y a un effort des Ouais. organisateurs et c'est cool, je trouve. Ah oui, oui, la Pro League, honnêtement, la NPC, ils font un travail extraordinaire au niveau des concours en Europe. Le niveau, franchement, on n'a rien à envier par rapport aux États-Unis. Moi, je pense surtout au Portugal Pro Ouais, dont j'ai fait, mais que j'ai aussi vu en tant que spectateur en 2019. ouais. Enfin, on est vraiment sur un niveau assez monstrueux au niveau amateur. Donc, non, non, franchement, on n'a pas à rougir de ce qu'on a chez nos amis américains. C'est clair, comme tu as dit, ça se démocratise partout et en Europe, il y a des belles choses à voir, ouais, c'est vrai. Mm. Au niveau de cette année, justement, tu parlais de cette année. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du peu de concours qu'il y a eu? Comment tu as vu un petit peu l'émergence de certaines nouvelles
superstars, enfin, nouveau bodybuilder, un petit peu Nick Walker, par exemple, ou même Big Ramy qui gagne, Olympia, ou même les James Hollingshead ou les Yann Valier qui sont coachés par Patrick. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de tout ça? Alors, bah déjà, je pense que le fait qu'il y ait le virus, ça change radicalement comment dire, la dynamique en fait des concours parce que on se retrouve sur des concours où des fois il y a 5 6 participants. Alors j'ai vu par exemple cette année, alors c'est peut-être pas l'année passée, mais je dirais que les conditions sont quand même un peu similaires, je dirais cette année. En Australie par exemple, en sachant que aucun étranger qui peuvent rentrer, on se retrouve sur des plateaux où il y a 5 6 athlètes parce que c'est des Australiens. C'est Donc vrai que c'est quand même assez particulier quoi. Donc en Europe, on a eu un peu affaire à ça parce qu'on se retrouve quand même avec des pays où il y a des athlètes qui sont un peu verrouillés, bloqués. Moi, c'était un petit peu mon cas. Où on se retrouve, voilà, on ne peut pas voyager alors qu'on n'est pas forcément très très loin. Donc ça change la donne. Après, ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui ont gagné ne sont pas légitimes. Au contraire, moi, comme tu as dit, tu as James, tu as Yen. C'est des athlètes qui sont, enfin, ils ont, je crois, leur place entièrement. James vraiment a fait, je trouve, une progression monstrueuse ouais, je suis d'accord. en un an. Après, ouais, c'est des athlètes, je peux pas être énormément, beaucoup objectif parce qu'ils sont coachés par Patrick. Et c'est vrai que j'aurais toujours de la peine à le critiquer d'une manière ou d'une autre. Mais après, bah, tu as mentionné Nick Walker, par exemple, Ouais. qui est un peu sorti du lot. Alors, après, c'est vraiment personnel. Moi, c'est pas forcément le physique, le genre de physique que j'apprécie d'un point de vue esthétique. Ouais. Mais moi qui le suis sur les réseaux, enfin, c'est un monstre de travail, quoi. C'est quand tu regardes ce qu'il fait à l'entraînement, il a une vraie éthique de travail. Enfin, c'est quelqu'un d'hyper investi dans ce qu'il fait. Et moi, c'est ça que j'aime chez lui, en tout cas. Après, son physique, bah, on a une génétique et on fait avec celle qu'on a, mais c'est peut-être pas le physique le plus plaisant, je dirais, que j'aime voir sur scène. Mais voilà, après, je pense il a un très gros potentiel chez les Open, ça c'est clair. T'en penses quoi de tout ce drama un petit peu qu'il y a sur les réseaux sociaux entre lui et Blessing notamment? Ouais, ça c'est un peu, c'est un peu comment dire, c'est partie du jeu, c'est un peu du show. Je suis même pas sûr moi je connais pas très bien Nick, je connais plus Blessing parce on a fait pas mal de concours juniors ensemble niveau européen. Et Blessing, c'est un gars, il est sur les réseaux sociaux, il est exactement comme ça dans la vie réelle. C'est un gars qui est tout le temps en train de faire le fou, de rigoler, et il taquine. Et je sais que c'est pas quelqu'un qui taquine méchamment. Après, c'est le show, quoi. C'est le côté un petit peu, on se cherche, mais je suis sûr qu'il n'y a pas plus d'embrouille que ça. C'est plus pour le côté marketing, voilà, ça les met un peu en avant aussi, donc c'est aussi positif pour eux quelque part. Ça fait un petit peu du bruit, hein. Mais voilà, après, je pense qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré, quoi, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, je sais pas, vu qu'il a des origines irlandaises, enfin en tout cas, il a vécu en Irlande, est-ce qu'il s'inspire un petit peu de Connor? Je sais pas. Mais est-ce que toi, à ton avis, tu penses que ça peut jouer sur le jugement au New York Pro, par exemple, où ils vont être tous les deux? Non, absolument pas. Non, je pense pas. Moi, je pense que les juges qui regardent, si ils font attention des fois peut-être aux réseaux sociaux, c'est plus l'image que tu vas donner. C'est-à-dire que si tu es, entre guillemets, quelqu'un qui a des problèmes avec la justice ou qui a des problèmes, toi, qui est un peu dans les faits divers comme Ouais. ça, c'est pas bon parce que tu es Bon, censé être oui. quand même ambassadeur du sport, tu vois. Mais maintenant, ce genre d'histoire-là, honnêtement, ouais, franchement, non, je pense pas parce que quand tu regardes les histoires qu'il y a eu entre Kai Green et puis Phil, on Ouais. sait tous que Phil, c'est un peu un gars, voilà, il aime bien un peu taquiner comme ça aussi, et pourtant, il a quand même gagné 8 fois de suite le concours, 7 fois de suite, non, Ouais. 7 fois, 8 fois, je sais même plus. Mais voilà, ça l'a pas empêché de gagner, donc non, je pense pas honnêtement, non. Mais à la fois, tu vois, Phil, ça l'a desservi cette année. Parce que tout le monde, enfin, je pense en tout cas que beaucoup se sont, je sais pas les juges, hein, mais on s'est focus quand même énormément sur sa sangle abdominale et pas forcément sur le reste, même s'il a diminué sur certains autres points. Mais Ouais, alors bon, après moi, honnêtement,
Je trouve que Phil, malheureusement, j'adore Phil. Franchement, son physique sur les premiers Mister Olympia qu'il a gagné, c'était incroyable. Ouais, Mais je trouve qu'il a quand même nettement régressé. ouais, Il est plus aussi dominant qu'il l'était sur les années précédentes. Et je trouve actuellement, par rapport au Mister Olympia, en tout cas chez les Open, on n'a pas, en tout cas là maintenant, sur les 2 dernières années, quelqu'un qui prédomine le concours, tu vois, qui est vraiment, entre guillemets, la star, comme on avait Ronnie Coleman à l'époque, il y avait Dorian Yates aussi, ouais, Jay Cutler. Là, on se retrouve sur une catégorie open où j'ai l'impression que les 5-6 premiers ils peuvent gagner le titre en fait. Parce que Big Ramy, même si je le trouve, voilà, c'est un monstre de volume, pour moi, il est battable parce ouais. il est pas irréprochable sur tous les aspects. Donc, je trouve que c'est vraiment une catégorie très ouverte actuellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, même quelqu'un comme William Bonac qui a été loin du top 3 cette année par rapport à ce qu'il avait fait, Ouais. il reste quand même assez proche aussi. C'est ça qui est assez marrant, je trouve. Ouais, tout à fait. Puis je crois que là, actuellement, ça laisse des portes ouvertes aussi pour certains athlètes comme Winkler, tous ces athlètes Ouais, qui sont toujours un petit peu en dehors du top 3 mais qui sont toujours dans le top 10. Je pense que ces athlètes-là, ils ont vraiment une carte à jouer sur les prochaines années parce qu'on n'a vraiment pas d'athlète qui est indiscutable comme quand Phil a commencé à gagner les premiers titres, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, je pense que Winkler serait venu cette année, ça aurait été très intéressant de le voir avec Big Ramy sur scène. Mais Ouais, moi je pense qu'il avait vraiment une carte à jouer, bon. Sonny Winkler. Malheureusement, les conditions font que c'était pas possible, mais je pense que ouais, c'est quand même un des plus gros physiques en termes de volume avec Rami. Donc je pense qu'après, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui amène une condition un peu plus écorchée et puis ça peut passer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, voir aussi les lignes, parce que Big Ramy a quand même pas la plus belle ligne. Je pense que ses cuisses sont très volumineuses, mais Ouais. quelqu'un peut arriver avec des plus belles cuisses très facilement aussi. Enfin, très facilement, je me comprends, hein, mais Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, même, je trouve d'ailleurs que Winkler, je trouve qu'il a fait un super travail sur la sangle abdominale sur ouais, les 2 dernières années. Je trouve vraiment que sur le double biceps de face, par exemple, on voit vraiment que ça s'est affiné. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'il a une carte à jouer parce que Ramy, je pense que Ramy, c'est vraiment pas pour être méchant, j'essaie d'avoir un jugement, je dirais, objectif. Je pense qu'il a gagné parce que il y a pas non plus des gens, il y avait pas le Phil Heath qu'il y avait à l'époque. Je pense que Brandon Curry, il a un très gros point faible, c'est ses jambes. ouais. Et du coup, tu vois, chaque athlète, j'ai l'impression qu'il a quand même un point qui pose problème, et ce qui fait qu'on n'a personne qui est indiscutable, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ce qui est marrant, c'est que quand ils sont tous arrivés sur scène, les Open, tu te dis, bon, Big Ramy était peut-être le mieux. Après, certains ont plus d'affinité pour d'autres, ok. Mais quand tu compares avec Bumstead, quand il est arrivé sur scène en classique, là, tu t'es dit, ok, c'est lui qui a gagné, basta. Mais Ouais, le Big Ramy, il absolument. n'y a pas cette impression, en fait. Ah, exactement, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu le même sentiment. Je crois que la catégorie classique, c'est vraiment la seule où je les ai vus s'aligner. J'ai dit, bon, c'est game Ouais, over. c'est ça. Bumstead, c'est fini. Mais c'est vrai que les autres, franchement, j'étais hyper indécis. Et même les 212, c'est vrai que Shawn était incroyable, mais c'était quand même assez serré. Je veux dire, Kamal était pas mal. Ouais, Donc, ouais. il y avait quand même, ça jouait des coudes un peu, quoi. D'ailleurs, bah, on va reparler des 212 parce que c'est ta catégorie. Ouais. Euh, Comment tu te serais vu dans une forme optimale pour toi? Comment tu te serais placé, à ton avis, sur un Olympia comme ça? Franchement, en 212, je trouve que l'année passée, c'était un super plateau. Je trouve que le plateau en 212 était meilleur par rapport aux Open. Après, ça, c'est personnel. Plus Mais compétitif, en tout cas, ouais. je trouve qu'en condition, Ouais. il y avait un très gros niveau, je trouve, en 212. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir cette limite de poids qui nous force, vu que je suis en 212, à vraiment être plus écorché parce qu'on est obligé de jouer un peu sur la limite du poids parce que les trois quarts des 212 à Olympia, ils flirtent tous avec la limite. Ouais. Donc ça force vraiment à tirer la condition. Mais la condition était vraiment. Les 6 premiers, ils étaient super. Après, franchement, mon meilleur physique, alors moi, déjà, mon meilleur physique, je pense, c'était celui que j'ai eu en 2018 au Portugal.
Ok. Avec un physique comme ça, je pense que j'arrive à être dans le top 6, je pense. Ok. Ouais, je pense. Mais après, ouais, c'est toujours très difficile de juger tant que tu n'es pas à côté des autres parce que Mm. quand je regarde Angel Calderón, par exemple, qui avait fait le Portugal avec moi en 2018, il était troisième, mais il a quand même rien à voir avec le physique qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est toujours un peu difficile d'évaluer. Mais je pense que potentiellement, si j'arrive vraiment en pleine possession de mes moyens avec la condition, je pense que je peux faire un top 6, je pense. Ouais. Tu penses quoi de l'arrivée de beaucoup de classiques en 212 du coup? Je pense que je fais référence à Kion, par exemple. Ouais, Georges aussi, Jason Lowe aussi que j'ai bien Ouais, aimé cette année. Dapoul aussi, ouais. Alors, Kion, je trouve qu'il a vraiment une ligne assez très atypique. Enfin, en fait, il a une ligne classique, mais avec tellement de muscles que il peut pas rester en classique, quoi. Mais c'est assez impressionnant. Puis là, j'ai vu en plus les photos récemment de Kion. Enfin, c'est complètement, c'est absurde, quoi. Ouais, Il c'est un est, il freak. Ouais. Ouais. il est monstrueux. Non, après, je pense que ce qui est bien, c'est que quelque part, il y a cette espèce de ligne classique qui vient un peu en 212. Donc, ça force un petit peu à rester quand même sur ce côté un petit peu esthétique, tu sais, ce côté un peu, voilà, d'éviter d'avoir des physiques trop bloqués, un peu, moi j'appelle ça. Ouais. C'est ces espèces de trucs où tu arrives, c'est un peu un bloc, tu poses, et puis moi je compare ça des fois avec Ahmad Ashkanani, que je suis pas spécialement fan. Enfin, il a un volume musculaire incroyable, mais que je trouve un petit peu bloc, tu vois, un petit peu bloc de pierre. Et puis, du coup, j'ai l'impression qu'on est en train d'amener un peu une nouvelle ligne un peu au 212. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça me permet de rebondir sur toi plus particulièrement. On a vu cette année, en tout cas, tu as montré des photos où, malgré la situation sanitaire, on va dire, tu t'es un petit peu transformé, enfin, en tout cas, depuis ton dernier concours, on a vu que tu Mhm. t'es transformé. Est-ce que c'est dans un objectif aussi de justement apporter un nouveau package sur scène un peu plus esthétique, entre guillemets, ou est-ce que c'est aussi pour toi, pour ton bien-être, pour avoir peut-être moins de difficultés à faire le poids, moins de choses à côté au dernier moment? Alors, c'est un petit peu de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, quand j'ai fait Mister Olympia, même pour le Portugal, même pour le concours que j'avais gagné en Floride, j'ai vraiment dû batailler avec le poids parce que j'étais vraiment très lourd. Et je pense que si je laissais parler ma génétique un petit peu, je ferais en open. Le problème qu'il y a, c'est que être un bon open, c'est une chose, gagner en open, c'en est une autre. Ouais. Et en 212, je pense que j'ai clairement plus de cartes à jouer. Donc déjà, c'est déjà une des raisons qui a fait que je me suis dit, voilà, ça sert à rien que je mette autant de viande si c'est pour en perdre en préparation. Et surtout, tirer avec le régime, enfin voilà, c'est pas très agréable. Donc ça, c'était un des premiers points. Ensuite, le deuxième point, c'était, faut aussi le dire, au niveau santé. Moi, je fais 1m65. Quand tu fais 1m65, que tu fais presque 115 kilos avec un taux de graisse quand même qui est plutôt assez bas, faut voir quand même la pression, quoi. C'est assez astreignant, c'est très fatigant. Et moi, j'ai vu que mon corps le supportait pas forcément très bien, en tout cas pas sur du long terme. Donc je me suis dit, voilà, c'est d'autant plus une bonne raison de ne pas trop flirter avec cette limite-là. Et puis, c'est ce qui m'a valu, en fait, parce que moi, j'ai fait une énorme année de pause en 2019 où j'ai vraiment rien fait du tout, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses, je mangeais comme une personne normale, je m'entraînais pas beaucoup. Et c'est ce qui m'a valu ma grosse perte de poids. Et du coup, quand j'ai recommencé à m'entraîner en 2020 pour me préparer, ben, mon physique, c'est vrai qu'il avait changé, quoi. J'ai la taille qui s'est un peu affinée parce qu'il y a le poids qui descend. Donc, c'est un peu une transformation qui s'est faite sur, je dirais, un an et demi, quoi. Pourquoi tu avais, enfin, je comprends le principe hein, de, d'avoir un petit peu stoppé, d'avoir mis pause, entre guillemets. Euh, Au niveau des repas, tout ça, tu dis, mais comment ça se fait que tu en es arrivé à cette, est-ce que tu en avais un petit peu marre? Est-ce que c'était juste. Parce que j'imagine que tu es resté propre hein, dans tes repas, c'est pas la question, mais Ouais. juste tu te sentais peut-être trop, comment dire,
enfin, je sais pas, que la bouffe te refoulait, je sais pas comment trop exprimer ça. Ouais, alors non, pas forcément. Après, c'était vraiment plus un choix où je me suis dit, OK, il faut que je. En fait, le choix, il est simple, c'est que il fallait que je perde du poids. Donc, mais pour MK, c'est que perdre du poids, c'est perdre du muscle. Donc, Ouais. perdre du muscle, c'est encore une autre affaire. Et pour perdre du muscle, quand tu as 10 kilos en trop à perdre, c'est compliqué, quoi. Parce que moi, en parallèle, tu t'entraînes quand même. Donc, même si tu manges moins et que tu t'entraînes en parallèle, tu entretiens quand même quelque part ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je préfère me libérer un petit peu au niveau nutrition, ne pas me mettre de contraintes trop importantes. Et comme tu as dit, c'est très sain, mais mes repas, ça ne changeait pas de. D'habitude, j'avais toujours cette éthique, mais disons qu'au lieu de manger 6 repas par jour, j'en mangeais peut-être 3 Ok. ou 4, tu vois, maximum. Et j'ai fonctionné comme ça. Pareil avec les entraînements, c'est-à-dire que les entraînements, je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine. Des fois, je faisais que 2 entraînements. J'essayais d'écouter un petit peu plus mon corps, et puis ça m'a permis de récupérer sur pas mal de plans, sur le plan physique, mais sur le plan aussi psychologique, parce que faut bien comprendre que l'année que j'ai vécue en 2008, c'était très stressant. J'ai fait 10 mois de prépa non-stop. J'ai dû enchaîner après que le Mister Olympia. Ouais. Et franchement, je suis rentré en Suisse après mon séjour à Las Vegas et t'es lessivé, quoi. C'est beaucoup d'énergie que tu libères sur le plan psychologique. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment le bon moment pour mettre tout ça en même temps et puis prendre le temps de faire autre chose, des séminaires, etc. Tu parles justement de ta place Olympia, tu as fait 11e, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. T'étais déçu justement d'avoir autant sacrifié, enfin autant travaillé en tout cas pour une 11e place ou pas? Ben, non, pas. Mais en fait, c'était mon premier Olympia. Tu vois, Ouais. donc je me suis dit, il faut que j'aie un point de référence. Donc il faut que je commence. Voilà. Après, j'aurais fini sixième, j'aurais été super content, c'est sûr. Mais je me dis, moi, pour moi, le plus important quand j'ai fait ce Mister Olympia, c'était d'être classé. De ne pas finir en dehors des 15, parce qu'en dehors des 15, après, tu n'es plus classé. C'est-à-dire Ouais. que tu es 16e, et puis si tu as 25 athlètes, ben, tu en as plein qui vont être classés 16e. Tu vois. Donc pour moi, c'était de me dire voilà, que j'ai une place dans le classement enfin, ça signifierait que je serais au moins dans les 15 meilleurs athlètes du monde. Donc c'était un peu mon objectif personnel. Donc après, à partir de là, j'avais un point de référence, et puis je me suis dit voilà, je vais travailler à partir de ça. Et je savais de toute façon ce que je devais améliorer. Le Mister Olympia était vraiment compliqué parce que j'avais presque 2 3 kilos de trop à un jour et demi de la pesée. Donc j'ai dû vraiment tirer le poids comme pas possible. Et puis voilà, quand on perd beaucoup de poids comme ça en peu de temps avec une condition aussi sensible, voilà, ça change beaucoup le physique, quoi. Donc malheureusement, je n'ai pas pu amener le physique que j'aurais voulu amener sur scène au Olympia. J'aurais été, je pense, parfait à 100 kilos, parce que je suis resté à 100 kilos pendant un moment. C'était vraiment le physique parfait, mais j'avais 4 kilos à enlever pour vraiment Ouais. passer la pesée. Et puis ça m'a coûté des points sur la forme, quoi. Ouais, forcément, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils en parlent beaucoup pour les sports de combat de cette problématique de la pesée. Et je pense que pour un bodybuilder, c'est encore pire parce que, enfin, on peut pas dire que c'est pire qu'un autre, hein, mais c'est aussi très compliqué dans le sens où faire un poids sans sacrifier aucun muscle, sans sacrifier la condition du jour J qu'on doit avoir, c'est très compliqué, non? Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis moi, j'ai jamais trop eu de chance avec ça parce que même en amateur, j'étais toujours entre deux. Ouais. Donc, j'ai jamais eu un concours où j'ai pu l'aborder de manière sereine, sans me dire, ah, il faut que je fasse attention au poids, il faudra que je calcule ci, etc. J'ai dû toujours faire face à ce problème, et même encore maintenant chez les pros. J'espère ne plus à l'avoir à l'avenir, mais ouais, non, c'est compliqué parce que déjà, tu es dans des conditions, tu es déshydraté, tu es fatigué. Non, non, c'est très difficile. Une autre question sur ta pause, du coup, alors on sait que, enfin en tout cas Patrick Tuor, il le partage assez régulièrement sur ses réseaux et puis même sur les podcasts que j'ai écoutés de lui, c'est ce qu'il prône aussi. Notamment, c'est qu'une fois que les compétitions ou la saison elle est finie, en tout cas pour l'athlète, il passe en off total. Toi, c'est ce que tu as fait? Tu as fait 1 an de off total, je parle au niveau des produits, hein, bien sûr. Moi, oui, j'ai fait ça. Bon, pendant, bah ouais, c'est ça, 1 an à peu près, peut-être un petit peu moins, je dirais
11, 10 mois, quelque chose comme ça. Mais oui, j'ai fait ça. Bah, le problème qu'il y a, c'est que si j'avais gardé un peu, je n'aurais jamais pu perdre. Ouais, le poids, c'est impossible. Donc, je suis devenu, entre guillemets, une personne normale pendant, pendant un an. Mais honnêtement, après, c'est des phases que je vis pas forcément très mal. Au contraire, hein, je les vis bien parce que j'ai appris depuis le début que je fais du body à apprécier chaque période et puis à savoir que voilà, il y a chaque chose en son temps. Et voilà, quand je suis en préparation, bah là, je donne tout, je m'entraîne, je me mets à fond là-dedans. Quand je suis en pause et que je me repose, ben voilà, je profite de voyager, je profite de faire d'autres choses, je profite de pas manger un repas quand j'ai pas envie. Ouais. Tu vois, j'essaie vraiment de me cadrer par rapport à ça parce que je pense que si tu te mets toujours des restrictions, il y a un moment donné, psychologiquement, ça devient difficile en fait. Ouais, bah, toi, c'était ma prochaine question, c'était psychologiquement comment tu avais géré ça, mais je vois que en fait, tu trouves ton équilibre, toi, justement, quoi. Donc, Ouais, alors je peux pas dire que c'est facile, hein, parce que quand ouais, tu passes d'un physique à Mister Olympia et puis que tu perds 10-15 kilos derrière, je vais pas mentir que des ouais. fois quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis merde quoi. Et puis la condition Mais n'est pas la même en plus, donc ah ouais, c'est clair. Donc non, tu te retrouves avec un physique quand même. Voilà, c'est un peu difficile. Je peux pas mentir. Mais disons que vu que j'avais un plan derrière, tu vois, que j'avais entre guillemets une ouais, ligne directrice dans ouais. ce que je faisais, c'est quand même plus facile de l'accepter parce que je me disais voilà, je fais ça parce que ça a un effet positif. C'est pour moi, pour ma santé, pour le futur, pour ma caté. Et voilà, donc quand tu as un objectif devant toi, c'est toujours plus facile de marcher en Mm, sa direction que quand tu marches un petit peu dans le vide, quoi. bien sûr. Et aussi, est-ce que derrière, est-ce que tu as vu un effet bénéfique, genre comme un espèce de rebond, tu sais, un petit peu comme la courbe de compensation, c'est-à-dire que tu descends et puis ça rebondit plus haut. Est-ce que tu as senti ça quand tu as repris tes prépas pour 2020, du coup? Alors, honnêtement, moi, ça a mis du temps. Le problème qu'il y a, c'est que c'est quand tu t'arrêtes, entre guillemets, comme ça pendant 10, 11 mois et que tu relâches un peu la pression, tu commences à perdre la notion d'intensité, tu sais. Et il m'a fallu un certain temps pour retrouver un peu, moi j'appelle ça un peu la stamina ou la grinta, tu sais, quand tu vas à l'entraînement et puis que tu arrives à arracher 2 répétitions ou plus, tu vois, d'avoir cette espèce d'état d'esprit. Il m'a fallu, je dirais, 2, 3 mois pour que je retrouve ça, donc c'était assez long comme procédé. Mais j'ai pris un jour après l'autre. Et puis, ce qui est assez fou, c'est que moi, mon physique, je le connais par cœur et je sais que je peux faire, par exemple, 3, 4 mois quelque chose et tout d'un coup, en une semaine, ça tourne. Et puis, tout simplement parce que sur le plan psychologique, je me suis aligné avec ce que je faisais. Et puis, ça change en une semaine alors que j'ai fait aucun changement sur le reste, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a comme un peu aussi un effet placebo sur le psychologique qui t'aide aussi quelque part, en fait. C'est un peu ça, non? Alors moi, je suis hyper psychologique, c'est-à-dire que si psychologiquement je suis pas en phase avec ce que je fais, s'il y a 1% ou 2% de quelque chose qui me perturbe, je n'avance pas. Je dois être 100% dans mes entraînements et dans le body, sinon je ne peux pas du tout avancer là-dedans. Et puis ça se voit sur mon physique, ça se voit sur l'intensité de mes entraînements et ouais, ça se voit sur ma forme, quoi. Ça veut dire qu'avec Patrick Tuor, quand vous faites votre plan de la saison, admettons, là, vous êtes vraiment dans une vraie conversation, dans un vrai dialogue et pas dans un coach qui donne le plan et toi qui exécutes, en fait. Et alors en fait, tu sais, alors déjà, faisons tout ce qui est pour entraînement, moi j'ai toujours fait tout seul depuis le début. Ok. C'est moi qui gère mes entraînements. Après, bah, de temps en temps, il me donnait un conseil, forcément, parce que j'avais un point faible, donc il fallait que j'améliore ci, etc. Mais globalement, je suis très autonome. Et sur le plan hors saison, je fais quasiment tout seul aussi. Lui, il m'aiguille vraiment pour tout ce qui est la supplémentation et puis la nutrition. Et voilà. Mais le reste, même hors saison, je suis très, très, très autonome. Moi, je suis pas, je suis le genre d'athlète qui écrit une fois par mois à mon coach, tu vois. Et puis c'est genre, salut, ça va, voilà les photos. Et enfin, je suis quelqu'un de très, ouais, je suis très, très autonome dans ma gestion, en fait. Ouais, donc en fait, toi, limite, tu pourrais te préparer tout seul, du coup, en fait. Alors non, j'irai pas jusque-là parce Non. que j'ai besoin d'un œil extérieur, j'ai besoin Ouais.
Oui, oui, ça je comprends. Ouais, et puis surtout que Patrick, vu que ça fait tellement longtemps que je travaille avec lui, franchement, je connais personne qui me connaît mieux que lui. Lui, il connaît même l'aspect psychologique, tu vois. Il me connaît comment j'aborde les concours, il sait comment je suis dans certaines phases de la préparation, il sait tout. Donc, au niveau nutrition, c'est pareil, il sait exactement comment mon métabolisme il fonctionne. Donc, non, non, j'ai besoin de lui pour ça. Mais disons que je suis quelqu'un, je suis pas dans la demande, je suis pas dans le besoin. C'est-à-dire que et je sais qu'il y a des athlètes qui vont par exemple écrire beaucoup, poser beaucoup de questions. Bon, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, on m'envoie mon plan et puis voilà, je peux le faire pendant 4 mois sans brancher, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est plus dans cette ligne-là, en fait, que je suis. C'est peut-être pour ça que, je sais pas si tu as écouté le podcast de Dennis Wolf, c'est peut-être ça, lui, il est à l'opposé de toi, il a besoin d'avoir un accompagnement à 300% et c'est pour ça qu'il a été déçu de Patrick Tuor, que toi, tu Ouais. n'es pas déçu parce que tu es assez autonome en fait et que tu n'as pas le même besoin que lui à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que Denis, il a un petit peu jugé Ouais. rapidement, ou du moins il a passé un petit peu rapidement sur Patrick lors du podcast. Ouais, bah alors après, bah écoute, j'ai pas écouté le podcast, mais moi qui connais quand même bien Patrick, je sais que Patrick, il a un passé d'athlète aussi. Ouais. Moi, je sais qu'est-ce qu'il a dû faire pour arriver aussi au niveau où il est. Et c'est quelqu'un qui a toujours tout fait tout seul, tu vois. Donc, lui, quelque part, il va t'aider. Lui, il va te donner les outils pour avancer, mais il va pas venir te tenir la main pour que tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, lui, là, c'est ça, en fait, la mentalité de Patrick. Donc, si toi, tu es dans l'attente d'avoir quelqu'un constamment H24 avec toi, Patrick, il sera pas là pour ça. Il le dit très souvent, il n'est pas là pour faire du babysitting. Ouais. Non, je dis pas ça par rapport à Denis, tu vois, mais, Non, non, mais dans l'idée, il y a un peu, globalement, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est des athlètes qui travaillent à la salle, qui bossent dur, qui se plaignent pas pour rien, qui suivent le plan, et puis, voilà, c'est l'éthique de travail de robot, quoi. ouais, c'est ça. Mais enfin, si on fait le parallèle, voilà, c'est des mecs qui s'entraînent à l'Oxygen Gym, qui vont à l'Oxygen Gym se préparer, ou même Big Ramy, ne pourraient pas fonctionner avec quelqu'un comme Patrick Tuor parce qu'ils ont besoin, eux, d'avoir un suivi quotidien et vraiment, même, c'est même pas quotidien, c'est heure par heure à être avec eux, quoi. Donc, Après, ouais, c'est possible. Après, moi, je pense qu'aussi, je suis un peu, je peux pas dire que je suis un cas particulier, mais chaque athlète a un ressenti, une personnalité, une approche qui est différente. Et je pense que moi, après, je connais pas comment Patrick travaille avec les autres, tu vois. ouais, bien sûr. Mais avec moi, en fait, et avec moi, ça fonctionne comme ça. Mais j'ai énormément d'indépendance, c'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin, je lui écris, tu vois. Mais et ça fonctionne comme ça. Après, c'est vrai que je peux pas trop dire comment il est avec les autres parce que moi, j'interfère pas Ouais, ouais, bien sur sûr. ce plan-là. Mais c'est possible, ouais. Après, de toute façon, je pense d'un coach à un autre, il y a des approches différentes, il y a une manière de faire qui est très différente. Donc voilà. Oui, puis après, après, je connais pas non plus tout ce que fait Patrick Tuor, mais je sais que si on prend l'exemple aussi de Chris Aceto, il s'est pas comporté pareil avec Sean Roden qu'avec Jay Cutler pour le faire gagner Olympia. Donc, c'est là qu'on voit le coach aussi. On voit que le gars, il est capable de s'adapter à l'athlète. Donc, Ouais. Non, non, bah, c'est ça. Moi, ce que j'aime chez Patrick, c'est que c'est quelqu'un qui sait déceler le potentiel que tu as en toi et qui arrive à l'optimiser si toi, tu travailles. mm. C'est ça que j'aime chez Patrick. Ouais, Parce que d'accord. moi, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais pas du tout conscience de ce que je pouvais faire ou de là où je pouvais aller. Et Patrick, lui, il a très vite eu une idée derrière la tête. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, c'est que quand je l'ai rencontré la première fois, je me souviens, j'étais dans une salle en Valais à Sion. Et j'ai posé devant lui comme ça, il me regardait, il disait rien. Et bon, déjà, je posais comme une brêle parce que je savais pas poser. Et il m'a regardé comme ça, à peu près, il est venu vers moi et puis il m'a dit, écoute, il m'a dit, moi, je vois deux choses. Et puis il m'avait dit, moi, je pense que soit tu peux finir dans 2 3 ans champion du monde junior, ou tu gagnes les championnats suisses toutes caté dans 2 ans. Et puis 2 ans après, j'ai gagné les championnats suisses toutes catégories en étant junior, tu vois. Donc, je pense, Patrick, il a cette capacité à voir ce que toi, tu n'arrives pas à en voir en toi, tu vois. Et alors, des fois, c'est à double tranchant parce que s'il estime que tu n'as pas de potentiel, il va te le dire en face, tu vois. Mais c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il a vraiment cette capacité
à trouver le petit truc qui fait la différence chez toi, quoi. Ouais, je comprends. Au niveau du coaching, alors tu as dit que les entraînements n'étaient pas forcément du coup, tu suivais pas forcément le plan au sensus de Patrick Tuor, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur comment, parce que Patrick il en parle dans certains podcasts que grâce à l'entraînement, il arrive à augmenter le métabolisme en gros, et ça lui permet aussi d'augmenter donc les calories d'un côté avec les carbs notamment, et aussi de diminuer les protéines, ça c'est dans une approche plus nutritionnelle. Comment toi tu vois l'entraînement? Est-ce que tu vois l'entraînement comme quelque chose qui te permet aussi d'augmenter ce métabolisme? Est-ce que pour toi c'est possible grâce à l'entraînement? Et puis aussi comment bah, toi ta vision de l'entraînement pour comment éviter les blessures, surtout qu'en ce moment on voit qu'il y en a pas mal qui se blessent. Ouais, bah, moi j'ai évolué avec la mentalité de Patrick, donc lui qui a mis le concept SST en place, j'ai évolué avec ça durant les dernières années, donc j'ai vu, même moi enfin, sur moi-même, j'ai vu l'évolution que ça provoque, ce genre d'entraînement. Donc je suis pas convaincu, mais je suis certain que l'entraînement, c'est le plus gros facteur d'un point de vue progression. Parce que manger, on peut avoir 12 000 manières de faire, tu vois. Mais l'entraînement, la manière de voir l'entraînement, l'intensité que tu y mets, la structure, c'est vraiment un facteur qui est beaucoup trop souvent négligé. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on fait quoi? On trouve des programmes sur Internet qui sont faits en 2 secondes, mais on néglige vraiment trop souvent la réflexion qui peut y avoir derrière. Et pour ça, il faudrait assister à des séminaires parce que c'est là qu'on voit toute la complexité de la chose. Il y a un vrai raisonnement derrière. Et dans ce concept justement de SST, moi, j'ai vraiment vu que grâce à ça, j'ai pu augmenter radicalement effectivement mes calories. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce que je mangeais il y a peut-être 4 ans en arrière, c'était à peu près les mêmes quantités que je mangeais aujourd'hui. Pourtant, entre deux, ben, j'ai mis peut-être 10 kilos de plus. Ce Ouais. qui fait que, ce qui prouve en fait on augmente radicalement sa sensibilité à l'insuline et puis ça nous permet de mieux assimiler la nourriture. Et puis ça se fait justement par le biais de l'entraînement. Mais c'est un travail qui est tellement long, c'est un long procédé qui se fait sur des années. Donc c'est toujours très difficile à mettre ça en place avec des gens qui vont travailler avec toi que 3, 4, 5 ou 6 mois, quoi. C'est presque trop court. Oui, il faut avoir une vision, bah, comme tu disais tout à l'heure en fait. La vision à au moins un moyen terme, mais pas forcément, et pas à court terme en fait. Il faut Ouais, avoir. absolument. Ouais. Et au niveau ouais, donc, de l'entraînement, tu t'entraînes quand même sur les vidéos que tu partages en story notamment. On voit que tu t'entraînes quand même lourd. Comment tu évites les blessures, toi? Oh là là, si je te faisais une liste de tout ce que j'avais. Non, j'ai plein de blessures en fait, mais enfin de blessures, j'ai plus des inflammations, des petits trucs quoi. Ouais. Mais alors qu'est-ce qui fait que je peux éviter ça? Alors déjà, je prends plus de temps pour m'échauffer parce que ça, je le faisais pas quand j'ai commencé et puis je le paye un petit peu aujourd'hui. Mais déjà par les échauffements, on néglige bien trop souvent ça. Ouais. 5 minutes ou 2 séries d'échauffement sur une machine, c'est pas un échauffement. C'est un échauffement, c'est 20 minutes, presque une demi-heure suivant ce que tu fais. Moi, les jambes, je mets presque une demi-heure d'échauffement. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est le premier facteur, je dirais. Ensuite, tu as un deuxième facteur qui est important, c'est de savoir calculer aussi ton volume d'entraînement. Alors, c'est un petit peu plus subtil, mais en fonction de chaque individu, on a une capacité qui est complètement aléatoire. Donc, il y a des gens qui sont plus réceptifs et qui ont une meilleure endurance par rapport à tel type de volume et d'autres qui ne pourront pas aller au-delà de ça. Donc, je dirais structurer l'entraînement en termes de volume et d'intensité, trouver un équilibre. Ça, c'est un deuxième facteur. Et puis, je dirais le troisième facteur, ça serait la récup sur le plan, alors ouais, je ne peux pas dire récup, mais plutôt tout ce qui est travail de mobilité, Mhm. mobilité, stretching, ce genre de choses que très sincèrement, je crois que les trois quarts des gens que je connais négligent. Pourtant, c'est hyper important. Ouais. Et voilà, moi, je dirais que ça tourne autour de ça et c'est les trois choses que j'essaie de faire le plus possible. Ouais. Mais très sincèrement, quand tu t'engages dans un milieu comme ça, je veux dire, tu peux pas espérer te lever le matin sans avoir une douleur, c'est pas possible. Ouais. Donc là, je dis sincèrement, à l'heure actuelle, j'ai un problème au bas du dos. En tout cas, j'ai des tensions sur le bas du dos, j'ai des inflammations chroniques dans les deux coudes, j'ai de l'arthrose dans les deux genoux et j'ai la coiffe de rotateur à droite qui commence gentiment à m'envoyer des signaux. Donc voilà, mais après,
faut travailler autour. Il y a toujours une manière de travailler. Il y a toujours des approches intelligibles à avoir. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, Après, on voit bien que tout sport pratiqué de toute façon à haut niveau, et même pour les mecs qui sont pas forcément pro bodybuilders, mais qui font ça depuis des années avec sérieux, on voit que ça crée des pathologies à tout niveau. Et on peut écouter bah, toi qui aimes bien le foot, il y a pas mal de footballeurs qui se plaignent de ça aussi. Donc, Ouais. c'est un Non, petit non, peu. c'est clair. Je crois qu'il faut toujours distinguer le sport de haut niveau et puis le sport plaisir, le sport santé, quoi. Sport On santé. est sur des domaines qui sont quand même très différents. On peut même faire du sport très régulier. Ça n'a rien à voir avec le sport de haut niveau où, quand on est au haut niveau, on flirte toujours un peu avec cette limite entre la performance et la santé, quoi. On reste toujours sur cette espèce de tangente, quoi. Ouais, c'est une corde raide un peu quand même. C'est ça, exactement. Au niveau de la diète, du coup, est-ce que tu as une approche alors plus modérée en protéines? Parce que si je comprends bien les podcasts que j'ai entendus, en tout cas de Patrick, c'est un petit peu ça, c'est une approche plus modérée en protéines par rapport à ce qu'on peut entendre dans la tradition du bodybuilding, on va dire. Et lui, il privilégie, même si ça revient maintenant plus, plus dans les normes, mais il privilégie des bons apports en glucides, notamment parce que bah, c'est aussi ça qui aide à faire des stocks de glycogène, etc., etc. Mhm. Ouais, alors moi, je réponds totalement à ça parce que comme je te dis, j'ai vraiment suivi Patrick depuis le début. Donc, j'applique ça aussi avec la plupart de mes clients et puis je le fais aussi pour moi. Enfin, en tout cas, c'est lui qui me donne la marche à suivre. Mais c'est vrai que je consomme pas énormément de protéines. Ça surprend souvent les gens quand ils disent ah, mais c'est bizarre que tu manges aussi peu de protéines et pour avoir ce genre de physique, etc. Mais c'est vrai que non, on est plutôt sur des régimes protéinés assez bas et c'est vrai qu'en glucides, par contre, on mange beaucoup, quoi. Ouais. Et, bah, si ça ne te dérange pas, tu peux dire à peu près combien tu es de grammes de protéines, soit par kilo de poids de corps, soit par la journée à peu près, hein. Je ne sais pas si tu comptes exactement, mais. Ouais, alors, en prépa, quand j'ai fait, je vais prendre quoi, Mister Olympia en 2018, je devais avoir quoi? Je devais avoir, ouais, j'avais quoi, peut-être 40 grammes de protéines par repas, donc sur 6 200, ouais, 240, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Ouais, Après, ouais, ouais, je faisais quasiment ouais, presque 115 kilos hors saison, tu vois. Donc, je trouve que ce pas des quantités qui sont énormes par rapport effectivement à ce que je peux voir. non, le ratio est pas fou, hein. Ouais. Ouais, donc voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'en glucides, on tapait très très haut. Je me souviens plus trop de ce que j'avais, mais je sais qu'en apport calorique, même moi, je limitais un petit peu parce qu'il y avait toujours ce problème de poids, mais je tournais à 4005 par là autour. Mais je pouvais largement monter avec 1000 calories en plus, je pense. Et en sachant que j'étais un corps de 112, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, non, tout ce qui était glucides, on voyait pas mal avec Patrick. Ouais. Il fallait avoir faim. Et là, en 2020, quand tu t'es préparé après cette année off, est-ce que le métabolisme, justement, il a encore plus répondu? Oui et non. C'est un peu différent parce que quelque part, ben, quand tu recommences avec un arrêt de pratiquement un an, tu as ce côté, effectivement, ça fait un peu une explosion, un peu, tu vois, ça démarre d'un coup. Mais d'un autre côté, j'avais aussi moins de masse musculaire. Donc, si tu as moins de masse musculaire, on sait tous la règle, tu as aussi un métabolisme qui va fonctionner un petit peu plus lentement. Donc, quelque part, j'ai trouvé un équilibre. Donc, j'ai quand même vu globalement que mon métabolisme, il fonctionnait un petit peu plus lentement qu'avant. Mais ce qui est assez fou, c'est que dès que tu reprends des entraînements un peu plus intenses, tout de suite, je le voyais sur le physique, ça changeait en 2 semaines. Tu vois tout de suite que tu changes, quoi. Ouais, donc c'est assez intéressant de voir ton approche aussi. Et est-ce qu'elle a beaucoup évolué par rapport à tes débuts, même si bah, au début, tu vas me dire que tu n'étais pas avec Patrick Tuor, est-ce qu'elle a beaucoup évolué du coup? Non, parce que bah, tu sais, j'ai fait vraiment que 3 mois avec Ouais. l'athlète que je te disais. Et puis en plus, cet athlète-là était lui-même préparé par Patrick, tu vois. Donc en fait, on Ah, avait ok. la même approche, c'est-à-dire que on avait donné à manger. Je me souviens, j'arrivais même pas à finir mes repas tellement c'était des quantités vraiment trop importantes pour moi. J'avais pas l'habitude. Donc je suis tout de suite arrivé un peu dans cette mentalité où on mangeait beaucoup de glucides, des protéines un peu modérées avec toujours une portion de graisse. Mais
Ouais, j'ai toujours eu cette approche-là. Après, ce qui a changé simplement par rapport à 2020, c'est que 2020, j'ai tout simplement beaucoup moins mangé que ce que je mangeais avant pour éviter une prise de poids importante, quoi. Et oui, pour éviter le cutting un peu trop Mm. excessif, du coup. Mm. Ouais. Bah, en fait, le but, c'était de rester vers les 100 kilos et de ne pas monter jusqu'à 110 ou 115 comme je faisais avant, quoi. Parce que dès que je commence à manger un peu et que je m'entraîne, ça monte très, très, très vite chez moi. Ouais, je comprends. Et du coup, alors, c'est quoi le plan si sanitairement tout se passe bien, ce serait quoi le plan pour toi, du coup, là? Tu dis pour cette année? Bah, pour cette année, pour 2021, ou même 2022, je sais pas du coup quels sont tes Ouais, plans. ouais. Je vais pas mentir, 2021, là, en sachant que c'est compliqué d'aller à l'étranger, Ouais, en tout cas très loin à l'étranger. La dernière chance qui me reste pour me qualifier pour Olympia, je crois que c'est Alicante en Espagne, qui est en mois d'août. ouais, Le timing, honnêtement, il sera trop court parce que là, j'ai pas du tout un physique. Je peux pas dire que je suis en retard, mais il me faudrait quand même facilement 3 4 mois pour que je reprenne la forme. Et après, il me faudrait quand même quelques mois pour que j'affine la condition. Donc, je serai un peu limite et je me permettrai pas de m'engager dans une préparation si je sens que je suis pas dans les temps. ouais. Donc, je risque de probablement faire l'impasse de nouveau cette année. Et puis après 2022, on verra. Après moi, mon objectif, il est simple, c'est que tant que je pense et que je sens que j'ai la possibilité, la capacité de faire Mister Olympia, je le fais. Le jour où je sens que j'ai plus le niveau, j'arrêterai parce que voilà, mon but, c'est toujours été d'être un des meilleurs au monde et j'aspire pas à moins que ça. Donc, si je vois que j'ai plus la possibilité, je ne m'amuserai pas à faire des concours à un niveau plus bas ou même juste des concours pro comme ça m'intéresse pas. Donc, Ouais. moi, mon but, c'est de faire du haut niveau et quand je pourrais plus en faire, j'arrêterai tout simplement. Est-ce que il y a un athlète entre guillemets, genre je pense à quelqu'un, je sais pas si tu vas me le citer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un peu inspiré, qui continue à t'inspirer du coup actuellement, avec qui tu as pu aussi fouler la scène? Mm. Bon, bah, je pense que celui que j'ai en tête, c'est Flex. Ouais, bah, je pensais ça. Ouais, ouais. Bah, bon, déjà parce qu'à l'époque, en fait, enfin à l'époque, je dirais quand j'étais un petit peu en train de faire ma montée un peu dans ce sport, hein, il m'écrivait déjà un petit peu. Flex, c'est quelqu'un vraiment de très gentil, un peu protecteur, tu sais. Ouais. Et il m'avait un peu pas pris sous son aile, mais il m'écrivait souvent sur les réseaux pour savoir comment ça allait. Il m'encourageait. C'est vraiment quelqu'un de très, 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 très sympa. Et je pense qu'on le voit sur les réseaux, ce qu'il a fait avec Dallas, ce qu'il a fait avec pas mal d'athlètes qu'il amène un petit peu chez lui, qu'il essaye d'aider, etc. Donc c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Et puis, ben, moi, c'était un des athlètes que j'ai suivi depuis le début, en fait. Je crois qu'il y avait lui, Jay Cutler et puis Frank McGrath. C'est les Ouais. trois athlètes que je regardais beaucoup sur YouTube. Et ben, c'est sûr, quand tu regardes Flex en 2014 et que tu te retrouves sur la scène 4 ans après à côté de lui, c'est vrai que ouais, c'est un sentiment quand même assez particulier, quoi. Un peu de fierté quelque part et puis ouais, un peu de stress et ouais, c'est un peu un honneur, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait ce Mister Olympia en 2018, je ressentais pas beaucoup de pression en fait parce que je me suis dit voilà, j'y viens vraiment ici, c'est du bonus et puis j'essaie de me faire plaisir au maximum, quoi. Ouais, c'est ça, tu t'arrivais à profiter du moment quand même? Ah oui, franchement, ouais. Honnêtement, j'ai moins bien vécu ma qualification que le Mister Olympia. Parce que la Ok. qualification, j'étais dans des conditions vraiment difficiles. J'avais dû aller en Floride, j'avais fait un vol avec 3 ou 4 escales. Enfin, c'était vraiment super compliqué. Et puis, mon coach n'était pas là. Tu as le décalage horaire pour communiquer, c'est un peu difficile. Donc ouais, c'était des conditions très stressantes. Puis en plus, ça s'est clairement vu sur mon physique. Mais Olympia, ben, après, c'est sûr que j'ai dû batailler avec le poids, mais globalement, j'ai vécu une préparation qui était super. En plus, j'ai eu la chance, c'est que j'ai pu partir pratiquement 2 mois et demi à Las Vegas me préparer. Donc, j'ai vécu là-bas pendant un petit moment et c'était vraiment un très, très bon souvenir. C'était plus simple pour toi de te préparer les 2 mois là-bas? Tu étais avec Marc-Anthony, c'est ça? Ouais, en fait, Marc-Anthony, c'est un de mes meilleurs amis. Ouais. Et bah, en fait, le truc, c'est que vu que j'avais fait mon concours en Floride, Attends pas, ouais. euh, voilà, un Tampa, et que j'ai gagné, il me restait voilà, quoi, 7 8 semaines pour faire Olympia. Donc, je trouvais un peu pas con, mais je me suis dit, ouais, ça m'embête de revenir en Europe
Ensuite, de reprendre un billet pour repartir de nouveau de l'autre côté. Je me suis dit, je crois que c'est plus simple que je prenne un vol juste pour aller à Las Vegas. C'était 3-4 heures de vol, je reste sur place, j'ai la maison avec justement Marc, et après je fais rien d'autre. Et à cette époque-là, j'avais la chance, c'est que j'avais MHP qui était derrière, qui me couvrait tous les frais. Ok. Donc, bah, toi, tu te lèves le matin, il fait 40 degrés, tu as juste à aller faire ton cardio, tu manges, tu dors, et tu fais ça pendant 2 mois. Donc, c'est une vie de rêve, hein, c'est clair. Marc, d'ailleurs, enfin, je pense que du coup, tu dois avoir des contacts avec lui. Si j'ai bien compris, il va se repréparer pour une compète, c'est ça? Oui, ce qu'il aimerait faire. Après, je sais qu'il a aussi pas mal de choses à faire. Il a un peu, voilà, il est plus âgé que ce qu'on pense, hein. Ouais. On a l'impression des fois qu'il a 30 ans et tout, mais non. Donc, il a quand même un peu d'âge et puis voilà, il a ses business à faire tourner et tout. Donc, je pense qu'il est aussi occupé par ça. Et puis, je pense que nous, on en parlait souvent quand on était ensemble. Voilà, quand tu n'es pas à 100% dans ta préparation, c'est toujours très difficile. Moi, j'étais venu en 2016 l'aider pour le Mister Olympia Ouais. et on parlait souvent de ça. Et c'est vrai que voilà, je pense que quand tu sens que tu n'es plus trop dans le truc, après, tu te retires gentiment, tu vois. Donc, je pense que pour le challenge, il a envie de faire, mais je pense pas que ce sera un truc qu'il fera sur du long terme, quoi. Tu penses pas qu'il manque un peu de reconnaissance, lui, alors que ça a quand même été le premier men's physique Monsieur Olympia? Et moi, je trouve que, enfin, même, je me rappelle, je l'avais rencontré en 2015 à l'Arnold Classic. Et Ouais, c'était peut-être limite celui qu'on regardait le moins parce qu'il y avait des sadiques à côté, il y avait comment il s'appelle, Jason Poston, tu vois. ouais. Euh, alors, moi, c'est vraiment mon meilleur ami. Donc, moi, quand je le vois, on parle cash, tu vois. Mais bah, moi, en fait, je lui ai déjà dit plusieurs fois un truc, c'est que je lui ai dit, t'as de la chance parce que je lui ai dit, t'es devenu Mister Olympia, mais tu sais pas comment tu es devenu Mister Olympia. Et il m'a toujours dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'il avait tellement de facilité à l'époque, tu sais, il répondait tellement bien aux critères de men's physique à cette période-là, Ouais, que ouais. même lui, il me disait, mais moi, c'est vrai que je suis devenu Mister Olympia, mais c'était claquant des doigts presque, tu vois. Et bah, après, les choses ont changé forcément parce que les physiques, après, ils ont commencé à tourner et puis on s'est retrouvé avec des physiques monstrueux. Mais il m'a déjà dit plusieurs fois parce que quand on se prépare ensemble, moi, je me souviens la toute première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais allé vers lui, je le connaissais pas, et puis je me suis dit, ah, je vais aller m'entraîner avec lui, je pense qu'il va me mettre une raclée, quoi. Parce que c'était l'ancien numéro un, donc je me suis dit, voilà, ça va être un truc de fou, quoi. Puis en vrai, en fait, ça a été l'inverse. C'est vrai que je suis arrivé, puis pour être franc, je lui ai mis un peu une fessée à l'entraînement. Et lui-même m'a dit après, il m'a dit, ah putain, il m'a dit, j'avais vraiment besoin de ça pour me rendre compte que je me suis trop reposé sur ses lauriers, tu vois. Et il a toujours eu ce côté-là un petit peu nonchalant, Marc, et il le sait parce que, ouais, comme je te dis, on en parle très souvent et des fois je lui reprochais ça parce que je lui disais, tu pourrais être meilleur que ce que tu as été, mais tu n'arrives pas à avoir cette constance et cette mentalité que, que, Qui que s'impose. certains athlètes ont, en fait, tu vois. Mais après, je pense que le problème de Marc, c'est que, comme je disais, il répondait très très bien aux critères. Bah, c'était 2012, je crois qu'il est devenu Mister Olympia, quelque chose comme ça. Ouais, ça Il doit être répondait, moi je crois que c'est ça. Il répondait bien vraiment à cette période-là. Et puis après, ben ouais, les physiques, ils ont changé, quoi. Comme en 212, comme en Open. Enfin, ça a évolué dans le plus gros, le plus massif, quoi. Quand on regarde aujourd'hui les men's physiques et qu'on regarde l'époque de Marc Anthony, on est quand même sur des physiques qui ont absolument rien à voir. Ouais, c'est clair, hein, même le sadique de l'époque, le Steve Cook de l'époque, Ouais, il totalement. serait même pas pro, je pense, honnêtement. Mais même, je dis sincèrement, moi je regardais des fois Jérémy Buendia. Même Buendia, je trouve, par rapport au physique qu'on a maintenant, là, entre, je sais plus comment il s'appelle, là, Henriksson et puis et les autres, franchement, il a plus sa place, je dirais, dans le top 5 de maintenant, quoi. C'est monstrueux. Là, les men's physiques, je trouve qu'ils ont fait un bond en avant. C'est de la folie, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais comme je disais aussi, on voit qu'en 212, on a changé un petit peu les critères. On voit un David Henry qui serait pas aussi bien Ouais, classé, je pense. ouais, En ouais. Open, c'est pareil, hein, Branch Warren, je ne sais pas s'il serait aussi bien sur un plateau comme il y a eu cette année, alors que pourtant il y avait de la place, tu vois. Mm. Ouais, je pense qu'après chaque génération, il y a un peu, voilà, je pense la Pro League.
change un petit peu aussi les attentes et les critères. Après, moi, je m'y intéresse moins, mais chez les femmes, c'est un peu pareil aussi. Si tu Ouais, regardes un peu chez les femmes, il y a cette évolution-là aussi chez les bikinis, chez les figures, les figures. Moi, je regardais beaucoup. Je trouve que c'était très marqué aussi, puisqu'à l'époque où il y avait Erin Stern qui gagnait et puis Nicole Wilkins, tu regardes les physiques qu'elles avaient à cette époque-là et aujourd'hui, on est sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir non plus, quoi. Les physiques d'aujourd'hui, elles n'ont plus aucune taille. Enfin, elles ont un tour de taille qui est hallucinant. Enfin, ouais, c'est vraiment des physiques très, très, très différents, quoi. ouais, c'est vrai. Je ne vais pas trop te déranger, juste deux petites questions pour terminer quand même. Ça fait un petit moment que je t'embête Pas de déjà. souci. Aucun Euh, problème. Au niveau, tu parlais justement de ton sponsor qui t'avait quand même bien aidé donc, pour Olympia. Comment tu Ouais. t'en sors au niveau donc, de ta vie de bodybuilder? Tu l'as dit au début hein, que tu gagnais pas ta vie en tant que bodybuilder, mais plutôt qu'en tant que coach. Comment est-ce que Mhm. tu t'en sors et comment est-ce que tu vois aussi un petit peu les revenus que peuvent être générés par les réseaux sociaux ou par les différents sponsors maintenant? Alors, bah, moi, j'ai la chance d'avoir toujours MHP. Je sais que c'est pas éternel, hein, forcément. Mais eux me participent quand même, pas abondamment, mais ils participent très régulièrement, maintenant depuis plus de 3 ans, à m'aider sur ce point-là. Mais par contre, mon vrai métier, ça a toujours été coach. Donc, j'ai toujours fait ce métier-là, ça a toujours été mon revenu principal. Et je compte que là-dessus parce que le jour où j'arrête, ben, forcément, les revenus qui sont liés à ça vont forcément tomber, si c'est des revenus de sponsor. Ouais. Mais par contre, après, effectivement, comme tu l'as bien dit, il y a pas mal de choses à faire d'un point de vue réseaux sociaux. Je pense que ce qui s'est beaucoup démocratisé, c'est tout ce qui est YouTube, les vidéos, etc. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec ça. Euh, les e-books, les trucs comme ça, j'ai même un projet d'e-book à faire. Donc, il y a des trucs, il y a des trucs intéressants à faire qui sont liés par rapport aux réseaux sociaux. Donc, ouais. Mais mon métier principal, et c'est vrai que moi, j'ai souvent la demande, enfin, les gens souvent ont l'impression que je vis que de ça, c'est-à-dire que je me lève le matin et que j'ai que ça à faire, mais en réalité, pas du tout, quoi. J'ai des clients que je vais coacher en extérieur ou en salle quand les salles sont ouvertes. Et mon revenu, je le tire de là, en fait. Et après, quand tu dis MHP, ils te soutiennent, mais c'est quoi? C'est comme certains sponsors que tu as juste une dotation en complément ou est-ce que c'est un vrai soutien? Eux. Non, non, c'est pas ça, c'est un vrai contrat, hein. C'est un contrat pro, il y a de l'argent derrière. Ouais, Non, non, c'est pas des codes promo de 10% et de blabla. Non, non, on est sur autre chose. Non, non, c'est un vrai contrat professionnel. Après, ouais, bah, MHP, ils m'ont aidé financièrement énormément sur ma période 2018. Bah, je peux le dire, de toute façon, c'est pas un secret, mais ils ont payé les vols, l'hôtel, la nourriture. Non, non, ils ont énormément investi d'argent. Donc, c'est vraiment un vrai contrat et c'est pour ça que ça fait un moment que je suis avec eux et que j'espère que ça va perdurer dans le temps parce que c'est une marque. Après, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu MHP, mais si tu vas regarder un petit peu comment ils fonctionnent, ils sponsorisent pas beaucoup de personnes. non, non, non. Ils, ouais, ils prennent, tu vois, ils prennent peut-être 7, 8 athlètes, puis ils se diversifient aussi, ils sont pas que dans le bodybuilding. Ils Brian prennent des Shaw. gens ouais, ils prennent des gens de l'UFC, donc du powerlifting aussi. Donc, tu vois, Mhm. ils diversifient un petit peu leurs horizons. Et puis, par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces gens-là et ils investissent dessus et puis ils les aident vraiment à avancer dans leur domaine, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Victor Martinez, ils l'ont pris un sacré moment, je crois aussi, quand même. Ouais, lui, c'est l'image de la marque, hein, Ouais, c'est bah clair. ouais. Ça fait tellement longtemps C'est- qu'il est, il y qu'il est avait actif. Il y avait Chris Bumstead aussi, hein, mais bon, il est parti, je crois. Ouais, bah en fait, il est parti en 2018. J'ai eu le temps de faire un shooting avec lui après Mister Olympia. Ouais. Et après, ouais, il est parti. Je connais pas du tout les raisons ou autres, mais Après, je après, il sais est pas parti. si c'est les vraies raisons, mais je sais qu'en tout cas, il est parti pour une marque canadienne. Est-ce que ça a joué ou pas? Je sais pas du coup. Mais... Ah, c'est possible. Bah, parce que là, il y avait quoi? Non, c'était pas Eddie Muscle, non, je sais plus. Parce qu'il y a eu un petit moment où il a eu une pause, donc où j'ai vu qu'il était avec personne. Là, Ouais, j'ai bon. vu qu'il a lancé sa propre marque, là. Donc, Bah, justement, enfin, c'est un peu comme Jay Cutler, il avait fait avec BPI du coup. Alors, je sais plus quelle est la ouais. marque de base, mais en fait, ils lui ont fait sa ligne, ouais, du coup. Ouais, il avait Cutler Nutrition. Mm. Et c'était BPI en fait qui faisait la, Ouais, c'est ça. Et la, la Pumphrey, c'est fabrication. pareil. Ouais.
Je crois Ouais. que c'est pareil avec je sais plus quelle marque, une marque canadienne, mais je connais pas honnêtement. Mais c'est des excellents business, ça, parce que après, quand tu es quelqu'un comme Jay Cutler ou Bumstead, tu as plus de 1 million de followers sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est un business incroyable, ça. Donc, ouais, moi, j'aurais été tenté de faire ça, mais j'ai tellement peu de followers comment dire, de potentiel d'achat avec les gens qui me suivent que ça fonctionnerait pas très bien. Donc ça marcherait peut-être si j'ai un petit peu plus de monde, mais du coup, je reste sur le coaching et ce genre de choses. ouais. Ouais, t'as pas envie non plus de. Alors c'est pas péjoratif hein, pour ceux qui le font, parce que chacun voit un petit peu midi à sa porte, on va dire, mais t'as pas envie de te prostituer entre guillemets sur les réseaux sociaux juste pour avoir des followers qui peuvent peut-être te rapporter un Et petit tu peu sais, d'argent. moi, j'ai toujours voulu donner une image qui correspond à ce que je suis réellement dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de respecter cette ligne, en fait. Et quand je vois, par exemple, ce qui se fait sur TikTok ou sur Instagram, il y a des trucs super marrants. Franchement, moi, je m'éclate des fois à regarder, je me marre tout seul chez moi. Mais je ne me verrais pas faire certaines de ces choses, tu vois. Ouais. Parce que ça ne correspond pas du tout à la personne que je suis. On parlait de Blessing avant, tu vois, lui, il a fait beaucoup de trucs marrants sur les réseaux. Et bah, franchement, moi, il y a des trucs, ça à mourir de rire ce qu'il fait. Mais c'est pas, moi, je pourrais jamais le faire. Enfin, ça correspond pas du tout Ouais, à la personne que je suis, tu vois. ouais. Donc, moi, je me vois pas faire ça. Donc, c'est clair que je peux pas, j'ai pas de business à faire là-dedans, quoi. Moi, je préfère travailler plus sur le côté pas éducatif, mais essayer d'apporter du contenu informatif aux gens, d'avoir un truc un peu plus théorique, tu vois, sur les entraînements, voilà, de partager c'est plus mon domaine et mon contexte que faire pas le rigolo, mais voilà, de faire des trucs un peu marrants sur les réseaux, quoi. Bah, d'ailleurs, ça se voit dans les stories que tu partages. Moi, c'est vrai que je les regarde, tes stories, parce que bon, il y a toujours de l'entraînement. À la fois aussi, on voit ton parcours en tant que coach, on voit aussi tes journées d'entraînement, de nutrition. Et ça ressemble un peu à ce que fait Stan sur YouTube, hein, même si là, on le voit un petit peu moins en ce moment. Mais voilà, c'est chacun a sa personnalité. Et c'est vrai que je te vois Ouais. mal aller te battre avec un tigre comme Blessing, par exemple. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et je dis non, là, je suis en train j'aimerais faire des vlogs, des choses comme ça, mais si je les fais, ça va vraiment être dans l'esprit de ma personnalité, tu vois, quelque chose qui va vraiment respecter ce que je suis. Et puis voilà, après, ça plaît pas. Je verrai bien à l'avenir, mais je pense que le problème avec les réseaux aujourd'hui, je trouve super dangereux parce que on a tendance justement à oublier qui on est des fois à force de publier des Mm. choses parce qu'on a l'impression on se crée, si tu veux, une espèce de deuxième vie et puis après au final on sait plus trop qui on est. Et puis ça c'est un truc que je me suis toujours refusé de faire, c'est que je me suis dit voilà je suis moi et j'aimerais rester moi tout le temps parce que je veux pas me forcer à faire semblant de rigoler ou de faire ci ou de faire ça, tu vois. Ouais, je pense qu'on peut rester naturel et soi-même. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui restent eux-mêmes sur les réseaux sont plus confortables avec leur personne que ceux qui s'inventent une vie. Et voilà. Après, je pense aussi que c'est assez intéressant. Et je crois que j'ai entendu Jay Cutler le dire, et je ne sais plus aussi dans un podcast, j'ai entendu une autre personne. Je crois que c'est Kevin Lebron qui le disait qu'il fallait, pour les bodybuilders en tout cas, c'était intéressant alors eux, ils le disent en anglais, de faire leur journée, du coup, enfin de matérialiser, de mettre en forme leur préparation ou leur quotidien. Déjà, ça Ouais, leur servait pour eux pour faire un retour sur eux-mêmes. ouais. Et puis après, ben, au fur et à mesure, ils disaient, ben, voilà, ça peut aider des gens dans leur prépa à eux, puis aussi ça peut aider à gagner une communauté, etc., etc. Et je pense qu'ils ont raison aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair, je suis assez d'accord. Et dernière petite question, du coup, avant de te laisser, on a vu pas mal de Français aussi maintenant qui sont devenus pros. En tout cas, il y en a un peu plus qu'à une certaine époque. T'en penses quoi du niveau français? Tu penses quoi, ou francophone, hein, parce que je ne sais pas en Suisse aussi s'il y a vraiment autre que toi, des gros professionnels. Tu penses quoi du niveau donc et du potentiel qu'il pourrait y avoir sur la scène d'Olympia du coup? Mais je pense que c'est un peu le reflet de l'Europe en général, c'est-à-dire qu'on a quand même un niveau qui a passablement augmenté. Et Mm. même en Suisse, c'est vrai qu'on est un petit pays où on n'en parle pas beaucoup. Mais alors en 212, en Suisse, on n'a personne d'autre, mais en tout cas pas à ma connaissance.
Mais on a en figure, par exemple, on a quelques pros. En men's physique, on a quelques pros aussi. En bikini, on a des niveaux Olympia aussi. On a Priscilla Landbacher. Il y a deux, trois athlètes vraiment qui ont de la bouteille, quoi, qui ont fait quelque chose de super. Mm. Et je sais que chez les Français, bah, moi, après, je connais bien Florian, qui est vraiment un bon ami. Pour moi, à mon avis, je le dis vraiment pas parce que c'est mon ami, mais je pense que c'est le plus gros potentiel d'un point de vue structurel pour moi, pour le futur. On parle de Lionel Beyeke, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu de surplace. Pourtant, je trouve qu'il a un physique exceptionnel. Il pourrait aller tellement loin. Clairement, oui. Mm. Et qui c'est qu'on a encore? On a Théo. Ouais, ouais. Il y a Théo. Théo, il a fait en plus une super saison l'année passée. Là. Il avait fini quoi? Quatrième, je crois. C'était quoi en Espagne? Non, Roumanie, je sais plus. Alors, en Angleterre, quatrième, et en Roumanie, troisième. Ouais. Ouais, voilà. Tu vois, dans le top 3. Donc, il a aussi une carte à jouer. Et donc, non, il y a quand même du potentiel chez les femmes aussi. Je sais qu'il y a deux, trois filles aussi qui prennent un petit peu de la hauteur et tout. Donc, Ouais, bah oui. je sais qu'il y a Alison en bikini, il y a, comment Barbara ça s'appelle? Ménage en figure. Ouais, toi, je connais déjà moins. Après, il y a Julie, qui est en wellness, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, non, il y a vraiment des noms intéressants. Il y a aussi le jeune là, qui est passé en classique, là, comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Je crois justement qu'il travaille avec Ah, Théo Geoffrey. maintenant. Ouais, Ah, Geoffrey. ouais, voilà. Je le vois sur les réseaux. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, donc il y a lui aussi, donc j'ai vu qu'il était passé pro. Donc, ouais, il y a toute une nouvelle génération qui arrive. Et puis voilà, moi j'ai ma collègue aussi avec qui je m'entraîne, qui est ma collègue de travail, qui est aussi pro en figure. Donc il y a du potentiel, il y a plus de monde. Je pense que le fait d'avoir eu aussi plus de concours, ça a permis de sortir plus d'athlètes. Et puis après, le niveau est aussi très compétitif maintenant, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on a aussi plus de possibilités de passer pro. Donc ça suit un peu la logique, quoi. Bah, comme tu disais un petit peu avant, de toute façon, ça s'est démocratisé à tout point de vue, donc forcément, les gens sont Ouais. plus attirés. Et puis, même si les salles ont beaucoup fermé, je pense que les gens, en tout cas ceux qui voulaient faire du sport, ont trouvé le moyen de faire du sport chez eux. Et puis donc de s'abonner à des chaînes comme, enfin, à des pages Instagram comme toi, par exemple, ou d'autres qui partagent de la connaissance vraiment. Et donc, du coup, bah, je pense que les niveaux, ouais, peut-être qu'au fur et à mesure, on va avoir plus de niveaux encore, quoi. Ouais, moi je pense que ça va évoluer encore dans ce sens-là. De toute façon, c'est Mm. hyper. Et puis nous, on parle un peu de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais en Amérique du Sud, c'est pareil, hein. Moi, je connais Ouais. pas mal de monde au Mexique, par exemple, et voilà, il y a aussi un potentiel monstrueux dans les pays sud-américains. Euh, Pays russes, c'est pareil, on a deux, trois personnes qui sortent. Les pays du Moyen-Orient aussi, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent là-bas. Après, c'est un petit peu le problème de l'argent qui pose problème chez eux, parce que c'est des pays un peu plus dans des situations un petit peu plus précaires qu'en Europe. Mais moi, franchement, il y a des talents partout, quoi. Donc, je pense que c'est bien pour le sport, c'est cool parce que ça va permettre d'amener plus de compétitivité, un petit peu plus de concurrence et ça peut que amener des choses intéressantes pour l'avenir, pour Olympia, quoi. Exactement. Et puis même pour les spectateurs, du coup, je pense que chacun peut trouver la catégorie qu'il a envie de regarder. Et du coup, ben, il y aura forcément aussi plus d'attrait à ce niveau-là, quoi. Ouais, moi j'ai même entendu qu'il y avait eu une fois des échos pour la catégorie bodybuilding. Ils voulaient peut-être même faire une troisième catégorie pour en dessous des 212, tu vois. Donc je pense que ça va évoluer continuellement, quoi. Donc quand on voit les classiques aussi qui cessent d'évoluer alors que ça fait pas Ouais. très longtemps qu'ils existent, donc je Ouais. pense que je pense que ça va encore bouger encore et encore. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quand même un bel avenir et c'est plutôt cool maintenant. Il n'y a plus qu'à te revoir du coup sur scène d'Olympia. Et puis, ouais. Ouais, on va voir. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Après, je vais pas mentir, il y a beaucoup de gens qui me demandent un peu. Et puis, putain, moi, ça fait maintenant depuis 2018. Mon dernier concours, c'était Mister Olympia en 2018. Ouais, ouais. Et
depuis, j'ai rien refait. Et puis, tu sais, moi, j'ai eu 30 ans cette année. Comment dire, j'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à la compétition. Et je peux le dire aujourd'hui, la compétition, c'est plus ma priorité. Tu sais, quand j'avais 25 ans, je faisais ça à fond, j'étais obsédé par ça. Mm. Au jour d'aujourd'hui, le body, ça n'est plus ma priorité. Je le fais si je peux le faire, hein. Mais si mon travail a besoin, enfin, si j'ai besoin de me concentrer plus sur le travail, je vais me concentrer plus sur le travail, tu vois. Donc, je mets ça maintenant au second plan, chose que je faisais pas avant. Donc, je dis ça parce que je ne peux pas donner de certitude si je referais vraiment quelque chose en 2022. Je ne sais pas, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que 2021, je pense que ça va être très compliqué. Et si je peux et que la situation me le permet, on verra peut-être pour 2022. Ouais, je comprends. Puis si j'ai bien compris aussi, entre l'opportunité de voyager et de découvrir le monde et de faire une seule compétition, je pense que tu privilégies le voyage, non? Alors, bah écoute, ouais, maintenant oui. Je pense Ouais. qu'à l'époque, je n'aurais pas fait comme ça. Mais là, maintenant, oui. La raison, elle est assez simple, c'est que je pense que je peux faire mieux que ce que j'ai déjà fait en body. Mais j'ai déjà été sur la scène à Olympia. Pour moi, c'est déjà. L'accomplissement, ouais, quelque part. Voilà, exactement. Pour moi, c'était déjà un objectif. Mon but, c'était d'être un des meilleurs au monde. Je peux le dire que je l'ai été au moins une fois dans ma vie. Ouais. Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis, si je refais de la compétition, c'est pour pouvoir remonter sur cette scène, c'est pas pour pouvoir être en dessous de ça. Donc, maintenant, je profite, j'ai envie de voyager aussi un peu. Et puis, c'est vrai que l'année 2019, quand j'ai fait ma pause, j'ai énormément voyagé. Et je pense que j'avais bien fait vu l'année qui allait suivre après. Donc, Mm. et quand tu voyages comme ça tu sais, tu fais beaucoup de rencontres. Moi, j'ai eu tellement de super expériences à l'étranger. Je suis allé au Mexique plusieurs fois. J'ai voyagé aux îles Canaries. J'ai fait des séminaires un peu partout. J'étais en Turquie. Enfin, tu rencontres vraiment plein de gens différents. Et puis, c'est là que tu vois la force des réseaux sociaux et de voir aussi un peu la communauté que tu as sur les réseaux qui te suit dans chaque bout du monde. Et ça vaut la peine de vivre ça, quoi. Donc, j'ai pas envie de m'enfermer continuellement dans la compétition. J'ai envie d'ouvrir un peu mes horizons et de profiter de ça. Surtout qu'un physique, voilà, un physique, c'est pas éternel. Donc, je sais très bien qu'il y a le physique d'athlète que j'ai ou que j'avais avant. Je ne pourrais pas le garder continuellement jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est bien, ça revient dans toute ta conversation. Je pense que les gens vont pouvoir se rendre compte que tu es dicté par une vision à moyen long terme et je pense que ça se ressent et c'est aussi humble de ta part et honorable de ta part de ne pas voir que ce qui va se passer demain, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas parce que en plus, je crois que quand tu fais un sport comme ça et puis tu gagnes de l'argent en plus avec ça, quand ça s'arrête pour X raisons, si tu n'as pas prévu de plan B derrière, c'est compliqué, hein. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui partent un peu comme ça, les yeux fermés, en disant genre, ah, ça va aller, mais ah, il peut t'arriver un truc très rapidement. Et si tu n'as pas prévu autre chose derrière, c'est quand même très difficile. Donc, moi, j'ai toujours eu un peu cette mentalité où je me suis dit, OK, j'aimerais pouvoir faire quelque chose là-dedans, mais il faut toujours que je reste un petit peu éveillé et que je regarde ce qui se passe autour de moi parce que un jour, je ferai plus ça. Donc, Ouais. et malheureusement, on n'a pas tous la même santé et capacité que Dexter Jackson qui fait ça pendant des années et des années. Donc, lui, il a eu une chance inouïe, c'est qu'il a quasiment jamais été blessé. Il a toujours eu la santé qui l'a permis de faire ça longtemps. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout les niveaux de performance qui sont de plus en plus demandeurs, comme tu disais. Donc, c'est vrai que ça peut. Bah, moi, je trouve, franchement, le niveau, et c'est aussi ça que des fois qui fait que j'en fais plus trop ma priorité, c'est que je me dis le niveau, il est monstrueux. Il est monstrueux quand tu vois qu'à 25 ans, tu es déjà sur la scène à Mister Olympia, Ouais. que tu as un physique de monstre. Je veux dire, c'est difficile comment dire, de te projeter 20 ans en avant, tu vois, et d'imaginer comment tu seras dans 20 ans, tu vois.
Donc, moi, c'est toujours un peu ça. J'ai toujours eu un peu une crainte avec ça, hein, et je me suis toujours dit, je fais en fonction de mes capacités, mais je n'ai pas non plus envie d'appuyer sur le champignon, quoi. Ouais. Ouais, Donc, surtout pour un sport qui demande autant d'implication au jour le jour et même à l'heure, aux heures, donc c'est compliqué. absolument, ouais. Après, moi, je pense, comme je t'ai dit, c'est vraiment le jour où vraiment je dis j'arrête, j'arrêterai jamais vraiment. C'est-à-dire que j'irai toujours Ouais, bien m'entraîner, je sûr. mangerai toujours mes repas, mais il y aura une gestion un peu différente et puis des priorités qui seront distribuées différemment par rapport à avant, quoi. Ouais, bah là, c'est l'exemple de Jay Cutler, justement, qui a arrêté, mais tu vois qu'il n'a pas arrêté non plus ce style de vie, donc c'est assez Absolument. Ouais, ouais. compliqué. Non, le but, c'est pas d'arrêter complètement. Non, non, c'est au contraire, c'est de simplement s'adapter à la situation. C'est-à-dire que tu n'es plus un athlète de haut niveau, donc tu t'entraînes pour le plaisir, pour la tête, pour le physique à la limite, oui, mais plus pour l'aspect psychologique que pour l'aspect performance, vu que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, en fait. Ah, c'est ça. Puis voilà, ta carrière, elle est finie, faut savoir passer à autre chose quelque part, en fait. C'est ça hein, aussi le. Ah, absolument, c'est ça. Ouais. Ok, bon ben, écoute, merci beaucoup. Une dernière question, tiens, elle est un petit peu plus fun. Cristiano Ronaldo ou Léo Messi? Ah merde, difficile. Alors, tu sais quoi? Alors, mon cœur dirait Messi parce que j'aime le club dans lequel il évolue. Ouais. Par contre, je dirais Ronaldo avec la tête parce que Ronaldo, c'est un exemple d'éthique de travail. Ce gars, c'est Ouais. un bosseur. C'est un mec qui travaille H24 et contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, je trouve qu'il mérite d'avoir ce qu'il a actuellement parce qu'il a bossé. Je suis complètement d'accord. C'est un mec, c'est fou le parcours qu'il a eu et le travail qu'il a fait. J'ai lu plusieurs choses de lui, même de Sir Alex Ferguson, qui témoignent de ça et c'est assez fou ce qu'il a fait, quoi. Et ce Ah, qu'il c'est un travailleur monstrueux, quoi. Moi, j'ai entendu dire qu'il c'était toujours le dernier sur le terrain, il faisait toujours un truc supplémentaire, il s'entraînait lui tout seul à la maison en plus. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est le genre de gars, c'est l'exemple typique d'un gars qui a du talent, mais qui l'a optimisé à fond. C'est-à-dire Ouais. Mm. qu'il a travaillé vraiment à 100% et qui fait qu'il est devenu juste le meilleur, quoi. C'est indiscutable. Je suis assez d'accord. Ouais. Ça marche. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, encore merci du coup pour le temps passé. Et puis, bah, j'espère qu'on te reverra donc quand même sur scène, hein, que ta carrière n'est pas finie, comme on dit. Et puis que aussi la crise sanitaire va se terminer pour toi, pour que tu puisses à la fois retrouver la salle, tes coachings en salle en tout cas, et aussi et tes voyages et tes séminaires dans le monde entier, quoi. Eh ben, écoute, je te remercie pour l'invitation et puis ben, peut-être au plaisir pour un prochain. Ouais, ça marche, avec plaisir. Merci, Nico. Pas de souci.